Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le numéro 5. Et donc, comme prévu cette semaine, on va enfin parler d'art opératif, hein, puisque c'était une communication qui aurait dû avoir lieu en mai dernier, pardon, et donc pour les raisons que vous savez, elle n'a pas eu lieu sur la chaîne Vue du Droit. Et suite à la demande de certains d'entre vous, et puis même pour moi, je l'avais de toute façon planifié, voilà, c'est enfin le grand rendez-vous pour parler de cet aspect si important, si essentiel de l'art de la guerre moderne et qui malheureusement reste très peu connu malgré beaucoup de publications. Hein, vous allez voir, ça manque pas pour documenter cette doctrine et cet aspect fondamental. Mais malheureusement, quand on voit à travers ce qui vient de se passer depuis le déclenchement de l'opération militaire spéciale en Ukraine par la Russie, on voit bien que ça reste un phénomène assez flou pour beaucoup d'observateurs, y compris des gens qui sont affichés, enfin ou qui s'affichent comme des spécialistes de l'art de la guerre. Et donc, c'est vraiment, je pense, important qu'on puisse avoir cette petite communication. Alors, le but, hein, c'est de faire de la vulgarisation, hein, c'est pas de rentrer dans des choses d'une technicité avec du vocabulaire en plus d'origine étrangère, etc. Le but, c'est d'essayer pour moi de vous faire comprendre les fondamentaux de ce qu'est l'art opératif, de vous indiquer bien évidemment sur quels ouvrages vous pouvez vous reporter pour approfondir ce que je vais vous expliquer, et puis pour vous permettre d'une certaine manière, on en parlera dans la conclusion, de mieux comprendre ce que nous avons vu depuis le 24 février 2022 jusqu'à aujourd'hui, et la façon dont les Russes s'inspirent encore aujourd'hui de cette doctrine pour mener ce qui était au départ une opération militaire spéciale et ce qui est bien évidemment devenu une guerre de haute intensité entre deux pays industriels dont un est soutenu à bout de bras par tous les arsenaux des pays de l'OTAN. Voilà, alors avant de commencer cette communication, je vous rappelle les essentiels en ce qui concerne la promotion de cette chaîne et la promotion de cette vidéo et des autres. Tout d'abord, bien sûr, vous abonner, hein, bien sélectionner dans les abonnements l'option qui permet de s'abonner à toutes les notifications qui sont faites et pas seulement, je crois qu'il y a 3 niveaux d'abonnement entre guillemets, donc bien être certain d'avoir coché la cloche pleine, hein, si j'ai bonne mémoire, pour avoir toutes les notifications. Ensuite, de mettre un pouce bleu, hein, le fameux like en anglais, le j'aime en français, pour que ça fasse remonter la vidéo dans les systèmes d'algorithmes. Et puis surtout, parce que c'est vraiment ça le plus important, le partage de cette vidéo sur tous vos réseaux, Facebook, Twitter, YouTube, hein, ceux qui ont, j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés qui avaient des chaînes YouTube, bah, n'hésitez pas à inclure cette vidéo-là dans vos playlists, etc., pour que sa visibilité augmente auprès de vos propres abonnés. Et une fois encore, hein, je précise bien, c'est pas parce que vous avez des gens autour de vous qui seraient enfin eux aussi, pardon, des fans de l'art de la guerre et de l'histoire militaire que c'est important. C'est juste une question mathématique pour que l'algorithme, voyant que c'est partagé par de plus en plus de monde, va remonter la vidéo dans son système d'indexation sans que ça ait de rapport avec le fait que vous aimiez ou pas le propos que je peux tenir. Hein. C'est complètement fou, mais c'est ainsi. Donc il faut essayer de jongler avec les armes, entre guillemets, que le système nous impose. Donc voilà. Je vous rappelle, hein, parce que c'est important, que vous avez toujours en kiosque accès, et je vous invite vraiment, par rapport à ce que je vais vous dire aujourd'hui, à vous procurer ce numéro-là, parce que là aujourd'hui je vais vous parler de l'art opératif, et bien évidemment l'art opératif, on pourrait ajouter l'art opératif soviétique, hein, parce que vous allez voir, c'est quelque chose donc qui a été complètement conceptualisé par les soviétiques, même si d'autres gens y ont participé à la réflexion qui a amené les soviétiques à le conceptualiser, donc des Allemands ou d'autres nationalités. À la fin, c'est quand même eux qui l'ont inventé, on pourrait dire. Je ne sais pas si le mot inventé va avec le mot avec des concepts, mais enfin bon, c'est eux qui ont posé à plat cette doctrine nouvelle.
Et donc, à travers le dossier sur comment percer le front en Normandie, vous verrez ce que j'ai écrit sur l'équivalent en 1944 des doctrines américaines et britanniques pour obtenir ce que les soviétiques, eux, obtiennent grâce à l'art opératif au même moment, avec les opérations combinées à partir du 22-23 juin 44 sur Bagration, Lov-Sandomiersk, etc. Hein, il y a Kishinev et autres. Donc la lecture du dossier de ce numéro de ligne de front est assez intéressante par rapport à mon propos pour permettre de faire une comparaison sur ce qu'était déjà la grande différence entre la doctrine anglo-saxonne, américaine ou britannique, même s'il y avait quelques différences entre les deux, mais pas beaucoup, et puis l'art opératif soviétique. Voilà, donc ça je vous le recommande, hein, c'est encore en kiosque, là on est donc au début octobre, il y a encore 15 jours avant le prochain numéro, hein, dont je vous reparlerai dès la semaine prochaine, parce que vous aurez le droit à une vidéo par semaine pour le mois d'octobre, en tout cas au début du mois d'octobre. Hein, je pense en faire une donc la semaine prochaine sur le 50e anniversaire de la guerre du Kippour. Et puis vous en aurez une autre dans 15 jours où on reviendra un petit peu plus sur les sorties justement puisque le numéro suivant sera en kiosque. Voilà, je vous rappelle aussi parce que faut quand même que on continue la promotion. Hein, le troisième Panzercorps est toujours donc dans les bacs des libraires. Maintenant, ça fait un petit peu plus de 2 mois. Je mettrai en lien bien évidemment hein, tout ce qu'il faut pour vous abonner à Ligne de Front ou trouver ce livre sur le site de Caractère. Et vous aurez également en ligne le grand entretien que j'ai accordé au site Le Dialogue de mon ami Roland Lombardi. Hein, vous verrez, on a un petit entretien assez poussé. C'est pas un petit entretien, c'est un entretien assez poussé, à la fois pour parler du livre et puis aussi de ce que ce livre permet d'aborder comme thème et comment, encore une fois, ces thèmes résonnent dans l'actualité aujourd'hui. Donc, troisième Panzercorps, hein, toujours disponible. Il est aussi passé, là, ça y est, sur le site de la FNAC, hein, vous pouvez le trouver. Ceux qui l'ont acheté, je vais y arriver, sur le site de Caractère, n'hésitez pas néanmoins à aller mettre un petit commentaire sur le site d'Amazon si vous êtes également abonné pour nous dire ce que vous en pensez. J'espère que ce sera des commentaires positifs. Hein. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans cette vidéo, dans les commentaires, à poser des questions. Dernier point important, puisque certaines personnes m'ont posé la question, moi c'est vrai que je ne suis pas rentré dans cette dynamique-là au départ, mais certains d'entre vous, par divers canaux, m'ont demandé comment m'aider dans cette nouvelle chaîne. Alors c'est pas compliqué, moi j'ai un compte PayPal depuis très longtemps parce que j'ai été auto-entrepreneur et je l'utilisais en tant que tel pour gérer certaines facturations ou autres. Donc je vous mettrai le lien vers mon compte PayPal et ceux qui le souhaitent peuvent y abonder à la mesure de leurs moyens pour m'aider à développer cette chaîne aussi bien techniquement mais aussi de manière très pragmatique. Hein. Vous allez voir là tous les ouvrages que je vais vous présenter pour parler de l'art opératif. Vous verrez que par rapport à toutes les vidéos que je vous propose, à l'avenir, il y aura des achats de livres, bien évidemment, pour soutenir mes propos et vous proposer des choses intéressantes pour vous-même. Donc, effectivement, en marge de tous mes travaux d'écriture qui sont aujourd'hui ma seule source de revenus, si certains veulent aider, il y a bien évidemment, je ne vais pas dire non. Hein, ça m'évitera des dépenses supplémentaires sur mes propres deniers pour l'achat notamment d'ouvrages. Et puis pourquoi pas améliorer un peu la technique si vraiment on devient hebdomadaire notamment, hein, parce que je vais vraiment essayer de vous faire des choses de manière hebdomadaire, notamment pour être aussi en résonance avec ce que j'écris pour le site Le Dialogue, hein, pour compléter les chroniques que je peux faire pour le site de Roland Lombardi. Donc quelques vidéos supplémentaires peuvent donc s'intercaler, donc c'est pour ça que je pense qu'on va passer sur un circuit hebdomadaire. Et puis dernière chose, pour entre guillemets
vous remercier de m'aider, ceux qui m'aideront régulièrement. Je pense que je vais mettre en place un petit système d'envoi d'articles, enfin de gros articles, de gros articles, on va dire d'une dizaine de pages, qui peuvent pas être publiés soit par caractère parce que c'est pas les thématiques qui sont abordées chez nous, ou sur le site du dialogue parce qu'ils sont trop longs. Vous envoyez des PDF vraiment spécifiques, idées pour l'histoire. Hein. Je pense là notamment que d'ici la fin du mois, devrait y en avoir un qui sera disponible, qui reprendra une partie des articles que j'ai pu mettre sur le blog. Il y a déjà presque 50 ça sur la bataille d'Hamburger Hill. Et donc faire un beau petit PDF avec des photos, des cartes, etc. Et le mettre à disposition de tous ceux qui voudront soutenir financièrement cette chaîne. Voilà. Donc voilà pour les propos liminaires, et donc maintenant on va pouvoir passer à notre sujet, donc l'art opératif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, hein, jusqu'à la Révolution française, depuis la plus haute antiquité, au niveau de l'art de la guerre, on a deux concepts qui sont les deux pieds sur lesquels repose tout art de la guerre, quelles que soient les latitudes, hein, que ce soit au fond de l'Asie avec des penseurs comme Sun Tse, ou alors ici en Europe avec des gens, on va dire, je sais pas, Jules César ou ce genre de personnages qui peuvent parler déjà un peu d'art de la guerre. On a la stratégie et on a la tactique. Hein, voilà, c'est les deux piliers, les deux pieds sur lesquels tout général, tout penseur va s'appuyer pour développer une pensée, pour développer ensuite sur le champ de bataille ou en amont donc une stratégie ou une tactique. Alors l'objectif de la stratégie c'est très simple, c'est de gagner une guerre. Hein, et la tactique, eh ben, son objectif c'est là aussi très simple, c'est de gagner les batailles. C'est-à-dire que on va développer une stratégie, et ça c'est le rôle du politique. Hein. Alors on a bien évidemment, notamment sur la période de l'Antiquité, un chevauchement des responsabilités entre le politique et le stratège, hein, c'est-à-dire que c'est souvent le souverain qui mène ces deux missions, mais pas toujours. On peut avoir, par exemple, si on prend la fin de l'Ancien Régime en France, vous allez avoir le roi qui donne, on prend l'exemple de Louis XV, hein, l'avant-dernier souverain de l'Ancien Régime, Louis XV donc qui est le stratège en tant que chef de l'État, qui va définir les objectifs de guerre, et puis vous allez avoir le stratège responsable, lui, alors pas forcément que des batailles, mais de l'intermédiaire entre les deux, hein, un homme comme Maurice de Saxe, hein, qui a été un très très grand général des armées françaises. Il n'était pas français comme l'explique son nom, mais qui était donc lui responsable. Le roi définissait des objectifs et lui il était en charge de les mettre en œuvre. Alors à la fois par le développement d'une stratégie générale et puis également en ce qui le concerne d'une application tactique sur le champ de bataille puisqu'il commandait en chef. Malgré la présence du roi notamment à Fontenoy, il commandait en chef les armées royales. Voilà. Donc on a ces deux piliers, la stratégie et la tactique, qui vont cohabiter tout au long des siècles. Avec donc je vous dis souvent, pas tout le temps mais souvent, hein, un stratège chef d'État qui devient aussi chef de guerre et qui est chargé à la fois donc de développer la stratégie de son État et d'appliquer sur le champ de bataille des tactiques pour faire gagner ses armées. Mais à partir du moment où on va basculer au XIXe siècle dans une révolution. Alors c'est un terme qu'il faut employer avec beaucoup de précaution parce que c'est des concepts qui sont difficiles encore aujourd'hui à borner dans le temps de manière claire, nette et définitive, mais on va dire que avec la Révolution française vient une révolution dans les affaires militaires en termes d'explosion des effectifs, en termes d'explosion avec l'industrialisation des moyens de mener la guerre, et pas seulement des moyens létaux, mais aussi des moyens de communication,
et donc de mobilisation des sociétés, et donc on va avoir lentement mais sûrement, donc c'est pas une révolution au sens où, comme en 1789 jusqu'en 1795, on a un changement de l'État, de régime sur un nombre d'années assez courte, hein. Mais on a quelque chose qui se fait dans la durée, qui se fait lentement mais sûrement, tout au long du 19e siècle, et notamment, on est à peu près tous d'accord au niveau historique pour dire que la guerre de sécession est un des points de bascule de cette période, hein, où on va avoir donc des modifications dans la façon, non pas dont on définit d'abord la stratégie, mais dans la façon dont on va gérer la tactique, et on va se rendre compte, peu à peu, les observateurs, les militaires eux-mêmes, les officiers généraux, vont se rendre compte qu'il y a de plus en plus de difficultés pour que la tactique et la stratégie s'articulent correctement. Pour la bonne et simple raison que, autrefois, les capacités des États, que ce soit depuis l'Antiquité jusqu'à à peu près la fin du règne de Louis XIV, étaient dans des capacités, somme toute, limitées pour mobiliser des armées, pour mobiliser leur population, pour mobiliser, entre guillemets, leurs industries, afin de pouvoir mener la guerre. C'est quelque chose qui restait relativement limité. Hein, quand on vous parle d'armées qui dépassent les 40 ou 50 000 hommes jusqu'à on va dire la guerre de succession d'Espagne, on est sur des moments déjà importants. Hein. La guerre de succession d'Espagne, elle va avoir une des plus grandes batailles européennes, pas très loin de là d'où je vous parle, à Malplaquet, hein, où on va avoir plus de 200 000 combattants qui vont s'affronter. Donc là, on a un changement déjà d'échelle qui est très important. Hein. En plus, c'est des armées, pour certaines, qui sont des armées de coalition, donc déjà avec des problèmes de collaboration entre différents États, donc avec des stratégies différentes, et donc ce qui peut engendrer des dissonances sur le champ de bataille. Donc on a cette continuité dans le temps et l'espace qui dure jusqu'à à peu près donc la fin du règne de Louis XIV, où les moyens sont limités, donc les guerres vont soit se concentrer autour des problèmes de siège pour prendre des villes, mais on va éviter la bataille rangée à tout prix parce que c'est très destructeur, et donc une fois que votre armée est détruite, eh ben, souvent les États en question ou les grands féodaux en question n'ont plus les moyens de les reconstituer, donc on les limite au strict minimum. Hein, et c'est pour ça que des fois on va les magnifier. Hein. Je ne reviens pas par exemple sur l'impact de la bataille de Bouvines dans notre histoire pour nous français, ou l'impact des grandes batailles de la guerre de 100 ans, hein. Mais si vous comptez la guerre de 100 ans, donc elle a duré un petit peu plus de 100 ans, et si on doit regarder les batailles majeures qui se sont déroulées au cours de cette guerre de 100 ans, les grandes batailles rangées, on en a à peine une demi-douzaine. Hein. Vous avez bon, les grandes défaites françaises, hein, Crécy, Poitiers, Azincourt, vous avez de l'autre côté le retour de bascule avec Castillon et Formigny pour les Français, et puis à peu près, c'est à peu près tout. Hein. Vous en avez peut-être une ou deux autres dans l'intervalle, mais sans aspect décisif, notamment pour les défaites françaises. Hein. C'est ce que nos amis britanniques ont du mal à comprendre et à admettre. Hein. C'est-à-dire que malgré Crécy, malgré Poitiers, malgré Azincourt, eh bien, à la fin, c'est la double victoire de Formigny et Castillon qui règle la question en faveur de la France. Donc voilà, comme quoi gagner des batailles, on va en parler, ça n'est pas suffisant pour gagner une guerre. Ça, c'est déjà la première leçon. Mais donc, on évite les grandes batailles rangées parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, et donc il faut attendre la fin du règne de Louis XIV. Alors, c'est pas anodin. Hein, parce que Louis XIV, il est à la tête d'un des premiers grands États modernes, sinon le premier grand État moderne du monde, hein, hormis peut-être l'État chinois, mais avec lequel les rapports de correspondance et de comparaison sont plus complexes, mais en tout cas en Europe et dans le monde occidental. Et donc Louis XIV a une capacité de mobilisation de sa population qui est bien plus importante que ce qu'avait son propre père à sa disposition. Il a mis la noblesse à sa botte, et donc il est sûr de pouvoir l'utiliser soit sur le champ de bataille, soit de l'avoir neutralisé à Versailles. Et donc, il est capable de mobiliser une
frange de la population qui est plus importante, il est capable de mener plusieurs guerres qui sont très longues, dans lesquelles il va, jusqu'à la guerre de succession d'Espagne, se limiter à beaucoup de sièges, hein, peu de batailles rangées, mais à partir de la guerre de succession d'Espagne, on a un saut qualitatif. Et ce saut qualitatif, on l'observe partout en Europe, hein, parce que bien sûr, Louis XIV va forcer les coalisés à en faire autant, c'est-à-dire à mobiliser plus. Alors on n'est pas encore dans la guerre totale de la fin du 19e, début du 20e, mais on s'approche de ce genre de choses à ce moment-là, et on peut commencer à se poser des questions sur le rapport entre la stratégie et la tactique et leur bon fonctionnement. Bref, tout ça au 19e siècle, eh bien c'est en place. Tout ça n'est plus simplement en gestation, mais là c'est vraiment sur la table. Hein. La guerre de sécession avec la mobilisation des populations civiles via la conscription. Hein. N'oublions pas que les confédérés ont été les premiers d'un État, ça peut surprendre, le mot va surprendre, hein, d'un État démocratique avec des élus représentatifs. C'est pas parce qu'il y a l'esclavage que c'est pas un État démocratique, hein, c'est un État démocratique archaïque, mais qui est composé de citoyens qui votent pour leurs représentants et donc qui va recourir à la conscription. Hein. La France l'avait fait en partie pendant la Révolution française, mais dans une période qui politiquement est plus floue. Mais là, voilà, on a vraiment des gens qui sont non seulement des électeurs, mais qui en plus sont lettrés et qui vont donc être mobilisés via un système de conscription dans le camp sudiste. Les nordistes, c'est un petit peu plus compliqué, mais néanmoins, là, on va avoir des masses monumentales qui vont être mobilisées. Et en parallèle, grâce à l'industrialisation, on va avoir des moyens à la fois donc létaux, hein, avec l'artillerie, avec les premiers submersibles, avec les premiers cuirassés, etc., qui vont correspondre à l'explosion industrielle pour tuer, tout simplement, hein, pour vaincre l'adversaire, et puis aussi les moyens de communication, ce qui fait que notamment le télégraphe, et le rail, parce que le rail va jouer aussi un rôle là-dedans, qui vont permettre une étendue du champ de bataille, une expansion du champ de bataille, avec une nécessité de communication, mais en même temps, on va avoir des officiers généraux qui, pour la première fois, vont se trouver hors de vue de l'ensemble du champ de bataille. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, globalement, le commandant en chef, même si ce sont des points dans le lointain qu'il va observer avec sa longue vue ou ses jumelles, il est capable de voir tout le champ de bataille. À partir de la guerre de sécession, c'est quelque chose qui va changer définitivement, hein, qui va vraiment basculer. Alors il y aura quand même des fois des batailles qui seront sur des espaces restreints et qui nécessiteront des communications moins sophistiquées, mais à la fin de la guerre de sécession, hein, j'ai écrit un livre là-dessus que je vous invite bien sûr à vous procurer, hein, la campagne de Virginie de Grant. On voit qu'on a quelque chose qui commence à changer, parce que notamment le général Grant, hein, à la fin de la guerre de sécession en 1864, il va monter plusieurs opérations combinées, dont il va prendre pour certaines la tête, et puis pour d'autres qu'il va confier à des subordonnés, mais qui vont être à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de lui, et qui, grâce au télégraphe, vont pouvoir lui rendre compte de ce qu'ils font, tout comme lui va pouvoir influencer par ses ordres la manière dont ils doivent poursuivre ou non leurs opérations. Donc là, on a un basculement. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'art opératif soviétique, mais c'est ce que moi j'ai appelé du proto-opératif, hein, c'est-à-dire que là, on commence à gérer non plus un champ de bataille, on n'est plus là pour gérer simplement les combats tactiquement, hein, bien que Grant ait aussi joué un rôle en tant que stratège avec Lincoln pour décider de la stratégie à mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire que Lincoln a défini des objectifs et puis Grant et Halleck, le chef d'état-major, eux ont proposé une stratégie à Lincoln, donc au pouvoir politique, pour battre le Sud. Et ensuite, Grant, lui, va mettre en place cette stratégie jusqu'à participer, là encore, un peu comme Napoléon, au plan tactique, à l'exécution de cette stratégie. Voilà. Donc on a ce point pour moi de bascule. J'ai découvert en plus alors c'est dommage parce que j'avais fini mes recherches, mon livre avait été sorti dans le commerce, mais vu que c'est une thématique que je travaille toujours, j'ai découvert un peu plus tard, je crois 6 ou 7 mois après la parution de mon livre, dans une bibliographie, dans un index bibliographique d'un autre livre, qu'en fait
Cette campagne donc n'avait pas été étudiée plus que ça par les grandes puissances européennes pour ce qu'elle était. Hein. On l'avait étudiée pour l'aspect des raids de cavalerie, notamment chez les Russes ou chez les Prussiens. Qu'on l'avait aussi étudiée par rapport aux problèmes de transport logistique avec le rail, avec la logistique via les fleuves, hein, puisque les nordistes avaient une logistique qui passait aussi par leur système de flotte fluviale. Mais sur l'aspect proto-opératif, rien du tout, sauf un livre qui a été publié en Russie dans les 5 ou 6 ans qui ont suivi la guerre de sécession. Donc déjà, les Russes avaient, semble-t-il, été les premiers à avoir une appétence, non pas simplement pour les aspects tactiques ou techniques, mais aussi pour l'aspect proto-opératif qu'on pouvait voir à travers cette campagne. Alors pourquoi à ce moment-là? Parce que, comme le dit Benoît Billan hein, dans son livre, hein, que je vous recommanderai en détail tout à l'heure, hein, Conduire la guerre, on a à peu près tous les deux une approche, on va dire, de comparaison sur ce qu'est l'art opératif. L'art opératif, pourquoi il est en émergence, en gestation de manière un peu plus accentuée à ce moment-là? Parce que c'est le lien hein, entre la stratégie et la tactique. Moi, j'ai toujours dit que je le concevais avec ce champ lexical de l'ère de la révolution industrielle comme étant un engrenage entre les deux. Hein, c'est ce qui permet à la stratégie de passer dans la tactique correctement. Hein, c'est l'engrenage qui prend la force de la stratégie pour le transmettre à la tactique sur le terrain. Benoît Billan lui prend l'exemple un autre exemple qui a aussi son charme. Hein. Il dit voilà, imaginez, vous êtes un cavalier, vous êtes le stratège hein, sur votre cheval. Votre cheval c'est la tactique, puisque c'est lui qui va vous emmener là où vous avez décidé d'aller. Et tout le harnachement que vous mettez sur le cheval, hein, le mors, les rênes, la selle, etc., les étriers, et eh bien tout ça, tout cet harnachement, c'est l'art opératif. C'est ce qui vous permet de conduire le cheval. Alors c'est une image qui est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante, et il ne le dit pas en ces termes, mais moi je trouve que ça a son sens, que ce soit non pas mécanique comme moi je l'ai souvent présenté, mais que ce soit animalier, parce que souvent il est arrivé que la tactique n'en fasse qu'à sa tête, un peu comme un cheval. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un super harnachement, vous avez beau être un très bon cavalier, eh bien parfois le cheval peut avoir un comportement qui va être, ou qui va tenter en tout cas d'être déviant de ce que vous voulez lui faire faire. Et même avec le meilleur harnachement du monde, des fois c'est compliqué. Et je pense que cette image-là, avec cette possibilité mise en avant que le cheval peut des fois vous faire faux bond, est vraiment ce qu'il y a de plus précis pour essayer de comprendre ce que c'est que l'art opératif. C'est-à-dire que c'est ce qui vous permet de faire, de maximiser l'effet des combats. Hein. Benoît Billan, il a relevé une phrase très importante chez Svetchin, donc le grand penseur soviétique qui a conceptualisé l'art opératif. Il met, c'est le moyen d'employer les combats favorablement à la guerre. C'est-à-dire que l'art opératif, c'est ce qui permet à la tactique d'être magnifiée pour servir, entre guillemets, l'objectif que vous vous êtes fixé dans une opération soit limitée, soit une guerre totale, etc. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez que la tactique, elle prenne toute sa saveur, tout son jus, et qu'elle vous rapporte le maximum de ses effets, eh bien, aujourd'hui, avec cette explosion sur le terrain des distances, des moyens de communication, etc., eh bien, il vous faut un outil, et cet outil, c'est l'art opératif. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, vous allez faire ça sur des échelles énormes, hein, parce que ça, c'est l'écueil de beaucoup d'observateurs, et je dois reconnaître que pendant plusieurs années dans la recherche que je pouvais mener sur ce thème à l'initiative de mon ami Laurent Henninger, que je salue au passage, hein, parce que c'est lui qui m'a sensibilisé à l'intérêt, qui nous a sensibilisés d'ailleurs, parce que Benoît Billan fait aussi partie des gens qui ont été sensibilisés par Laurent Henninger à cette problématique vraiment essentielle pour comprendre la guerre moderne. Eh bien, c'est qu'on ne peut pas obtenir les résultats optimaux avec la tactique si on n'a pas l'art opératif pour les démultiplier au profit de la stratégie. Voilà, c'est pas possible. Alors, ce n'est pas, il faut bien comprendre que la stratégie et la tactique
ne sont pas des niveaux, ce sont des arts à part entière. C'est-à-dire, vous avez la stratégie, c'est un art, voilà, que vous pouvez apprendre, développer dans les livres, etc. La tactique, c'est pareil. Alors, bien évidemment, la tactique, hein, vu que c'est l'art de gagner les batailles, vous pouvez être un concepteur ex nihilo, mais enfin, je pense que l'histoire a démontré qu'une expérience sur le champ de bataille n'est pas négligeable pour se permettre d'aller très loin dans la réflexion et de faire avancer la tactique. D'ailleurs, c'est une des spécificités des penseurs militaires allemands, il ne faut pas l'oublier. Même si c'est devenu pour eux une impasse dans d'autres domaines, mais bon, en tout cas, là, il faut reconnaître qu'ils ont été ces derniers siècles très, très intéressants dans ce domaine. Et l'art opératif ou l'opératique, hein, c'est un art à part entière qui s'insère, hein, mais c'est pas une histoire de niveau, ça c'est la mauvaise interprétation ou la mésinterprétation de l'école américaine, hein, qui pense en termes de niveau, hein, la stratégie, comme s'il y en avait un qui était supérieur à l'autre. Alors, c'est pas parce que la responsabilité qui est exercée par le stratège est souvent la même que celle du chef d'un État, que c'est supérieur par rapport à la nature du poste politique qui est occupé. C'est trop simple, hein. C'est une vision un petit peu trop simpliste, et puis voilà, alors parce qu'on est en haut, c'est supérieur. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La stratégie est un art, la tactique est un art. Bien sûr, on a eu des penseurs tout au long de l'histoire, hein, et puis l'art opératif s'insère dans ces problématiques-là, et aujourd'hui on peut pas on peut pas parler de la guerre sans parler des trois, et sans s'y connaître un petit peu dans les trois, et puis surtout sans s'y connaître beaucoup dans l'art opératif, parce que même si on n'est pas sur des niveaux de combattants comme ceux de la Seconde Guerre mondiale, ça reste toujours une réalité que c'est cet harnachement ou cet engrenage qui permet de magnifier la tactique, quelle que soit l'échelle de l'engagement dans lequel vous allez vous retrouver, hein, opération militaire spéciale, guerre à but limité ou guerre totale. Ça c'est pas ça qui va dire il y a de l'opératif ou il y en a pas. Hein, j'ai eu quelques querelles et quelques longs débats au début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. C'est pas parce que les Russes n'ont pas engagé 500 000 hommes d'un coup ou 1 million d'hommes d'un coup qu'on n'était pas dans une réflexion autour de l'art opératif pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ça n'a rien à voir, hein. Donc il faut sortir de cette problématique-là. C'est pas parce que l'explosion des effectifs et des moyens de faire la guerre a créé la problématique de mettre en place la doctrine, que cette doctrine, elle ne peut être là où elle n'a de valeur que si les effectifs sont importants. C'est un peu compliqué au départ, on se dit, si il a fallu attendre qu'il y ait beaucoup de monde à gérer l'industrialisation, les communications, ça veut dire que quand il n'y a pas tous ces ingrédients-là, elle est vide. Non, 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 pas du tout. Elle est apparue à cause ou grâce à ça, alors là, on peut le mettre comme on veut, hein, c'est pas ça qui est important, mais maintenant qu'elle est là, c'est pas en fonction des effectifs que vous allez engager que l'art opératif vaut ou pas. Parce que là, ce serait effectivement, comme le font les Américains, le limiter, hein, dans la façon dont ils conçoivent ça, à un niveau d'engagement, à un niveau d'unité développée, etc. Non, pas du tout. Hein, il faut sortir de ça parce que ça fait partie des grands écueils autour de la compréhension de l'art opératif. Alors, une fois la guerre de sécession terminée, on va avoir un premier exemple, hein, de l'absence de compréhension et de connaissance de ce qu'est l'art opératif, puisqu'il est toujours pas là, mais les Européens n'ayant pas beaucoup regardé l'aspect stratégique et gestion stratégique des Américains, parce qu'ils les ont balayés en disant oui, oui, ce sont de vulgaires miliciens qui se sont battus, hein, c'est pas des armées professionnelles, puisqu'en Europe c'était l'alpha et l'oméga de l'art de la guerre à ce moment-là, et notamment avec les Prussiens. On va avoir la guerre de 1870 ici en France, et les Prussiens vont découvrir tout de suite la grande problématique de ne pas s'être intéressés et d'avoir essayé tout de suite non pas de dépasser, mais de commencer à piocher des idées autour de ce que les Américains avaient vécu de manière empirique, hein. Les Américains, comme d'habitude, hein, ils avaient vécu ça de manière empirique avec Grant à partir de 1864.
une fois la guerre terminée, tout s'est dégonflé, l'US Army, les cerveaux, etc. Et on a oublié ce qu'on avait fait. Et on n'en a tiré aucune conséquence, on n'a pas conceptualisé, on n'a pas fait des écrits. Et donc, les Prussiens, qui étaient les plus grands observateurs de la chose militaire à l'époque, auraient pu tenter de faire quelque chose, et par cette espèce de supériorité quasiment raciste à l'égard des Américains, ils ont balayé tout ça, ils se sont un peu intéressés, je vous ai dit, à la cavalerie et aux problèmes techniques, chemin de fer, guidage des tirs d'artillerie par ballon d'observation, mais sur le fond, rien. Et en 1870, ils vont découvrir un premier problème de ne pas penser opératif, c'est-à-dire qu'ils vont mener une guerre comme Napoléon Ier a mené ses guerres. Ils vont donc envahir la France après que la France ait commis l'erreur de déclarer la guerre à la Prusse. Ils vont vaincre l'armée impériale donc à plusieurs reprises, hein, sur les frontières, autour de Metz. Hein. J'ai aussi écrit un hors-série là-dessus, ça a d'ailleurs été une de mes premières publications. Il va y avoir le revers de Sedan, la capitulation de l'empereur, hein, Napoléon III, avec son armée. Et puis, là, pour les Prussiens, il y a un bug dans leur tête, la France ne se rend pas. Et là, on se rend compte d'un premier problème, c'est-à-dire qu'ils ont pensé la guerre sous la forme de batailles qui se veulent décisives, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les anciens concepts dont ils ont été les théoriciens tout au long du XVIIIe avec Frédéric de Prusse, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de moyens, on doit porter des coups décisifs à l'adversaire dans des batailles décisives. Ils ont magnifié la bataille de Cannae d'Hannibal contre la République romaine à cause de ça. Hein. Enfin, à cause de ça, on se dit c'est bizarre. Hannibal, il a éclaté l'armée romaine, excusez-moi l'expression, à Cannae, mais il n'a jamais gagné la guerre punique à la fin. C'est les Romains qui ont gagné la guerre punique. Enfin, toutes les guerres puniques, mais c'est la seconde en particulier. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu une magnifique victoire d'Hannibal contre les troupes romaines, avec un système, double enveloppement, etc., que la guerre a été gagnée par les Carthaginois. Donc on ne sait pas très bien pourquoi les Prussiens se sont focalisés autour de cette bataille, lui ont donné un statut absolument presque totémique, hein, pour dire, voilà, nous, il faut qu'on fasse ça. Alors on sait que la Prusse a besoin de mener des guerres courtes, avec effectivement des batailles décisives, mais pourquoi prendre ce modèle-là quand on sait que ce modèle-là n'a pas débouché sur une victoire décisive dans la guerre, et donc que la finalité politique de la guerre, c'est une victoire politique, c'est pas juste gagner des batailles. Eh bien, les Prussiens, en 1870, ils sont encore coincés dans cette pensée, à savoir, je crois, pardon, que je vais gagner la guerre parce que j'ai vaincu l'armée française 2, 3, 4 fois, qu'à la fin elle s'est rendue, que même le chef de l'État s'est rendu, et non. En fait, le centre de gravité de la France, ce n'est plus son armée uniquement, ce n'est plus son chef de l'État uniquement, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est le peuple français, c'est la résilience populaire qui est derrière, c'est la volonté d'une certaine partie de la bourgeoisie autour de gens comme Gambetta de poursuivre la lutte, et ça, pour les Prussiens, c'est pas dans leur logiciel, c'est pas possible, parce que la victoire sur le champ de bataille, en tant que telle, se suffit à elle-même. Hein, et donc, il y a pas, on voit qu'il y a un bug entre la stratégie, faut vaincre la France et unifier l'Allemagne grâce à cette victoire, et puis les batailles, c'est-à-dire on a gagné les batailles, mais comment on a bonifié ces batailles pour obtenir notre objectif stratégique? Eh ben, on ne l'a pas. Et on va être obligé de continuer la guerre contre la République naissante, qui, elle, a décidé que, non, ok, vous avez gagné à Metz, enfin autour de Metz, à Sedan, etc. Vous avez pris Napoléon III, mais nous, on a décidé de continuer la guerre. Et donc, à partir de là, on comprend bien que déjà, dans l'histoire militaire, la bataille décisive est en train de sortir de l'histoire militaire. Et on l'avait déjà vu aussi, hein, pendant la guerre de sécession, puis même quelque part à travers le règne de Napoléon Ier. Napoléon Ier, donc stratège, chef de guerre, etc., qui a été capable de conquérir la moitié de l'Europe, qui a mené des séquences opératives très longues. Hein. Benoît Billon explique très bien ça, notamment par rapport à la Prusse, entre octobre 1806 et puis
le traité de Tilsit et la paix avec le tsar. Hein, c'est une longue séquence qui commence même quelque part, il l'explique selon lui, dès la campagne précédente d'Austerlitz. C'est-à-dire que les fruits d'Austerlitz en 1805 sont gagnés en 1807 avec le traité de Tilsit. Donc ça fait une séquence opérative, c'est-à-dire que toutes les batailles, toutes les campagnes menées par Napoléon pendant 2 ans ne portent un fruit politique qu'au bout de ces 2 ans. Et donc, c'est très bien, c'est très beau tactiquement d'avoir fait la manœuvre d'Austerlitz, c'est très beau, c'est très fort tactiquement d'avoir fait Jena-Auerstadt, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour que les combats, hein, je rappelle la phrase que cite Bihan sur de Svetchin, hein, c'est d'employer les combats favorablement à la guerre. Le but de Napoléon, c'était de pacifier ses voisins d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour qu'ils arrêtent, entre guillemets, de planter des coups de couteau dans le dos de la France au profit de l'Angleterre. Eh bien, il a fallu attendre 2 ans pour que les combats menés, les grandes victoires de Napoléon apportent enfin quelque chose enfin pas de définitif, mais au moins à ce moment-là de décisif sur le plan politique. Donc, fin du 19e, exit la bataille décisive. En plus de ça, les techniques industrielles continuent de modifier la létalité du champ de bataille, si bien qu'arrivé en 1914, on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a un blocage tactique, et là on ne sait plus le résoudre. C'est-à-dire que les stratèges ont dit il faut vaincre l'Allemagne, ou il faut vaincre la France, il faut vaincre la Russie, il faut vaincre l'Autriche-Hongrie, etc. Mais tactiquement, on n'y arrive plus du tout. C'est-à-dire que même là, vous pouvez gagner une bataille, vous pouvez faire tuer 100 000 hommes, ça ne fonctionne plus parce que les fronts se figent, etc. Et vous allez avoir, alors j'ai expliqué ça pour la bataille de la Marne, vous allez avoir un déficit opératif, encore une fois, qui va se manifester chez les Allemands. Je vous renvoie à la lecture de ce livre pour comprendre ce dont il s'agit. Et on voit que les Français sont pas si en retard que ça par rapport à ce qu'on appelle le C3I, hein, la gestion du commandement, du contrôle et des communications. Hein, on est bien même en avance par rapport à eux, alors que eux devaient réussir un plan, encore une fois, en un coup, hein, à l'échelle d'une bataille sans précédent, qui est d'abord la bataille des frontières, la bataille de la Marne, etc. Bref, et ce sont les soviétiques qui, confrontés enfin les officiers russes devenus soviétiques à la fin des années 1918-1919, qui, ayant été confrontés en 1905 à la défaite humiliante contre le Japon, puis à l'effondrement de leur armée en 1917 à cause des conditions catastrophiques qui vont permettre la révolution bolchevique, puis de la guerre civile qui éclate dès 1918-1919, puis de la guerre russo-polonaise qui éclate en 1920, ils vont se poser des questions sur comment sortir des impasses tactiques nées de tous ces conflits. Parce que déjà en 1905, en Mandchourie, on a assisté à des scènes qui ressemblaient, avec la bataille de Mukden, 160 km de front, des tranchées partout, des barbelés, c'était... on va dire c'était pas Verdun avant l'heure, mais enfin ça avait déjà un sacré parfum de Première Guerre mondiale. Les Russes ont été confrontés à ça, ils ont perdu à cette occasion-là, ça les a traumatisés, ça recommence en 1916-1917, et puis ils commencent à trouver des clés de sortie à partir déjà de 1916 avec Brusilov. Je vous invite aussi à lire ce que j'ai écrit là-dessus pour le musée de la Grande Guerre de Meaux. Brusilov va comprendre comment on peut d'abord mener des opérations séquencées, comment on peut donc commencer à réfléchir à une opération dans la profondeur du dispositif, et donc à modifier les tactiques qui permettront à ces opérations d'avoir un succès. Alors il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. On sait que Brusilov a influencé d'autres penseurs, hein, et que Svetchin connaît par cœur ce qu'a fait son camarade Brusilov, et Svetchin, lui, va dire, ben voilà, on va reprendre, parce qu'il y a un grand nom, bien sûr, dans l'art de la guerre, qui est en filigrane tout au long du 19e siècle, et que je n'ai pas encore cité, hein, c'est bien sûr Clausewitz, hein, qui nous a expliqué que la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens, et donc la guerre est avant tout un fait politique, et que les militaires sont des outils, hein, au sens noble du terme, mais que ce ne sont pas eux qui sont les alpha et oméga de la finalité, de la conduite de la guerre, sauf à considérer comme un Prussien un peu borné, hein, que l'armée occupe un État, comme c'est ce
enfin, comme le veut l'adage du XVIIIe siècle à propos de la Prusse. Hein. Normalement, dans un État, l'armée est une des composantes de la société, c'est pas la composante qui gère la société. Et on comprend qu'en Prusse, ils aient eu beaucoup de mal à comprendre Clausewitz, parce que Clausewitz c'est tout sauf un Prussien dans l'âme. Hein. Il est Prussien dans sa formation intellectuelle, etc. Mais il est sorti des œillères de la pensée militaire prussienne dans ce domaine-là, et il était capable d'avoir une pensée qui parle au monde, qui est universelle, hein, bien évidemment. Donc Svechin va reprendre les travaux de Clausewitz et va conceptualiser l'art opératif pour trouver cet art qui permet, donc soit vous prenez mon allégorie comment que ça s'appelle, de l'engrenage, soit vous prenez celle de Benoît Billan avec ma petite pointe à moi, et je pense que c'est celle-là qui est la plus parlante, hein, de l'arnachement sur le cheval, parce que de temps en temps, le cheval qui représente la tactique, il peut se cabrer, il peut avoir envie d'aller plutôt à droite, plutôt à gauche, et même si vous, dessus, avec l'arnachement, vous essayez de le guider, vous allez voir, ça peut vous échapper. Et donc, il va mettre ça en œuvre dans les années 20. Hein, donc, son livre, alors c'est la grande catastrophe intellectuelle de notre pays, c'est que ça s'appelle tout simplement Stratégie, en français, hein, si on le traduit, Strategia, je crois, en russe, Stratégie en français. Il a été traduit en anglais, il a été traduit en allemand, etc. Il n'a jamais été traduit officiellement, en tout cas à ma connaissance, en français. Alors, si des éditeurs, je sais pas, comme Delga ou d'autres, veulent se lancer dans l'affaire, ce serait une très bonne chose parce que c'est un livre essentiel. Hein, vous pouvez le trouver en version Kindle sur Amazon, je vous mettrai le lien parce que c'est un des seuls moyens de le lire aujourd'hui. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Il a aussi écrit un autre ouvrage, alors lui de tactique, sur le commandement d'un régiment au front. C'est très intéressant de voir que cet homme a été capable de développer la doctrine qui est l'art opératif, tout en ayant aussi une connaissance aussi approfondie et aussi juste du commandement d'une unité, comme un régiment, hein, comme unité tactique, on est quand même dans une des unités de base de la tactique militaire moderne. Donc il a écrit ces deux ouvrages. Alors celui sur le commandement d'un régiment, je ne sais pas comment on peut le trouver. Si je trouve une piste pour vous le mettre dans les liens, je le ferai. Mais voilà, il a mis ça en place et grâce à la révolution bolchevique, un peu comme Napoléon a profité de la dynamique révolutionnaire de 1789 pour se faire la synthèse de toute la pensée militaire française de la fin du XVIIIe, eh bien Svechin est aussi, lui, le synthétiseur, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est pas le synthé pour faire de la musique, mais il va faire la synthèse de toutes ces observations et il va pondre la doctrine, il va accoucher de la doctrine de l'art opératif qui va pouvoir être transmise dans les académies militaires soviétiques et qui va pouvoir rayonner. Alors, ça va pas se faire sans heurts, hein, c'est-à-dire que c'est pas Dieu tout-puissant, il va avoir des conflits très importants avec un personnage qui est très important dans le développement de l'art opératif, qui est Tukhachevski, hein, qui est un des plus grands officiers de l'armée rouge au sortir de la révolution et de la guerre civile, qui était lui aussi dans l'armée tsariste comme Svechin. Et ces gens-là, alors ils vont s'affronter, hein, parce que Tukhachevski, il a des vues des fois qui sont un peu, qui peuvent paraître un peu surréalistes. Hein. Il pense que l'Union soviétique en 1925 a les moyens économique et industrielle de se lancer dans la constitution d'une armée qui correspondrait à la vision que met en œuvre l'art opératif pour permettre l'expansion de la révolution mondiale. Et là, on se rend compte qu'il est quelque part en plein délire, parce que l'Union soviétique des années 20, c'est un pays qui est par terre, c'est un espace économique qui est par terre après le double traumatisme de la Grande Guerre et de la révolution suivie de la guerre civile, qu'il faut reconstruire complètement, et puis surtout qu'il faut industrialiser pour la première fois dans son histoire. C'est-à-dire qu'on a eu un micro-développement industriel entre 1905 et 1914, grâce notamment au fameux emprunt franco-russe, mais ça reste très limité par rapport à déjà l'espace soviétique, hein, et puis par rapport aux besoins du pays. Donc il faut à tout prix d'abord passer par cette phase-là avant de pouvoir envisager d'avoir une armée qui, en termes de taille et notamment de blindés, de chars, etc., pourrait mettre en œuvre l'art opératif tel que Svechin vient de le conceptualiser. Donc on va avoir des affrontements dans ces visions-là.
entre donc le théoricien prudent et intelligent, et puis Tukhachevski qui est un petit peu tout feu tout flamme, qui a une grande expérience pourtant de la guerre, notamment la guerre russo-polonaise. Hein. Et puis ces gens-là vont faire des disciples. Hein. Alors on va avoir trois grands disciples. Hein. On va avoir Triandafilov, Varfomolev, je dirais, Varfolomev, pardon, et Triandafilov et Iserson. Voilà, c'est les trois grands élèves de Svietchin et de Tukhachevski. Et notamment, Iserson va développer la partie qui est la plus connue grâce à l'historien américain, l'ancien colonel David Glantz, qui est l'opération dans la profondeur. Et avec laquelle, l'opération dans la profondeur, on a confondu pendant longtemps l'art opératif. On a cru que l'art opératif, c'était les opérations soviétiques dans la profondeur. Or, on découvre, à force de lire, de s'instruire, de comparer les sources, de comparer les écrits de tous ces gens-là, que les opérations dans la profondeur, c'est une des composantes possibles de l'art opératif. Hein, et c'est dans la profondeur, de manière simultanée, des opérations simultanées, des opérations séquencées, etc. Bref, ça reste très variable et c'est seulement une des composantes avec lesquelles malheureusement, je vous dis, même moi, encore une fois, au cours de mes années de recherche, on a eu cette tendance à confondre les deux. Alors, euh, au niveau de la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, tous ces gens-là, que ce soit Svietchin, Tukhachevski malgré ses errances, Iserson, Varfolomiev, Triandafilov. Alors Triandafilov va mourir dans un accident d'avion, si ma mémoire est bonne, et tous les autres vont être liquidés pendant les purges de 37 à 39. C'est-à-dire qu'au matin du 1er septembre 1939, quand la Seconde Guerre éclate officiellement en Europe, aucun de ces grands penseurs n'est plus là à Moscou ou dans les académies militaires soviétiques pour enseigner l'art opératif. On voit même entre 37 et 39, avant qu'ils soient tous liquidés, que concomitamment à l'expérience de l'armée rouge en Espagne, leur pensée est même remisée. Hein. On dit non, non, finalement ils se sont trompés, c'est une erreur, etc. Il faut attendre 1940 et le drame de la guerre russo-finlandaise de l'hiver 1939-1940 pour qu'on ressorte Iserson du goulag et qu'on lui donne les moyens de nous de donner les derniers écrits. Hein. Aujourd'hui encore, hein, je vous l'ai préparé ici. Hein, vous avez un des deux grands ouvrages autour d'Iserson. Hein, voilà, qui a été présenté par un historien américain. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, donc là, ça c'est une présentation de sa vie et de ses théories. Je vous donnerai aussi la référence dans les liens d'un de ses grands ouvrages sur l'opération à la profondeur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand les gens vous parlent d'art opératif et d'opération à la profondeur, c'est le dernier ouvrage d'Iserson est toujours inconnu du grand public. C'est-à-dire qu'il est dans les archives de l'armée soviétique, ou aujourd'hui armée russe à Moscou, et que personne en Occident n'a eu accès en tant que chercheur à cet ouvrage pour savoir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est très intéressant de le savoir. Staline l'a fait copieusement ramasser auprès d'Iserson avant qu'il ne meure, et il l'a laissé. Alors probablement, on peut imaginer que ce soit Zhukov ou d'autres maréchaux soviétiques qui étaient des élèves d'Iserson l'ont consulté, mais en tout cas aujourd'hui, en 2023, hein, ça fait presque 80 ans que cet ouvrage a été écrit, cet ouvrage théorique, personne ne l'a jamais consulté parce qu'il est toujours classé secret par les Russes. Donc pour parler des opérations dans la profondeur, il nous manque en tant que chercheur hein, un élément, peut-être un jour aurons-nous le droit d'y accéder. Vu la situation internationale, je doute que ce soit un historien de ma génération qui puisse avoir ce privilège. Bref, donc cette théorisation et ce travail intellectuel dans les années 20 et dans les années 30 va avoir un impact quand même sur l'armée rouge, hein, puisqu'on va créer des unités blindées mécanisées en correspondance.
même si le marasme des purges donc va liquider les hommes et une partie de leur pensée pendant un temps, je vous dis, à partir de 1940, Staline commence à se rendre compte qu'il a peut-être fait une énorme erreur et que ces gens-là, leur pensée a une véritable valeur, notamment parce que il n'a pas oublié que Zhukov a mis une énorme claque aux Japonais en août 39 à Khalkhingon grâce à ça. Hein, grâce à cet art opératif, donc il faudrait peut-être le remettre en valeur. Et on sait que à partir de 1943, c'est, on va pas dire parce que le mot recette n'a aucun sens en histoire militaire et dans l'art de la guerre, mais c'est sur la base de l'art opératif que les soviétiques vont reprendre l'ascendant sur la Wehrmacht et surtout à partir de 1944 vont appliquer quasiment à la lettre dans les grandes opérations de l'été 44 et dans les grandes opérations à partir du 12 janvier 45 pour achever la libération de l'Europe, c'est là que l'art opératif va s'exprimer au mieux de ce que l'armée rouge a comme moyen pour le faire, c'est-à-dire des officiers généraux, des maréchaux, des états-majors qui sont formés pour ça, donc ils vont monter des opérations on ne peut pas imaginer parce que là on est sur des espaces et sur des nombres d'hommes, de matériel qui sont absolument, c'est hors de notre champ cognitif à nous, petits Européens de l'Ouest, hein, puisque là, je vous rappelle, un Bagration, c'est un bond en avant de presque 600 km entre son point de départ et son point d'arrivée. En Europe, quand on fait ça, on passe d'un pays à un autre. Hein. Là, on reste entre guillemets dans l'espace soviétique et on est juste aux portes de la Pologne. Donc voilà, avec donc une séquence opérative, c'est-à-dire qu'on va avoir Bagration, Lov-Sandomiersk, Yassy-Kishinev, hein, plus des opérations intermédiaires qui se calent entre elles. Bref, là se développe l'art opératif à son meilleur niveau des moyens disponibles. J'insiste, hein, c'est pas dire que c'est absolu, c'est la meilleure expression, et pareil en janvier 45, la meilleure expression de l'art opératif avec les moyens dont disposent les soviétiques à ce moment-là. Hein, et donc parmi les lacunes, on a un problème d'infanterie, hein, avec les pertes qu'a encaissé l'armée rouge depuis 1941, notamment celle de 41 à cause des manquements de Staline. On a un gros problème d'effectifs des divisions d'infanterie soviétique en 1944 qui cumulent au mieux à 6500, 7000 hommes, alors qu'elles devraient quasiment en faire le double. On a aussi un gros problème de mécanisation de toute la logistique. Hein. Les soviétiques reconnaîtront, sans que ça leur pose de problème particulier au début de la guerre froide, que notamment pour Bagration, s'ils n'avaient pas eu tous les camions américains, non pas les chars, non pas, je sais pas moi, les munitions, mais les camions américains GMC, Studebaker, pour transporter la logistique justement pour faire ce bond de presque 600 km entre les lignes de départ de Bagration et puis les faubourgs de Varsovie, ils n'auraient pas pu le faire. Hein, voilà, parce que c'est ça aussi que l'opération dans la profondeur va engager, c'est des moyens logistiques qui sont phénoménaux, parce que voilà, en un mois et demi, hein, puisque les faubourgs de Varsovie sont atteints fin juillet 44, hein, donc en 6 semaines, ils ont fait ce bond en avant colossal qui demande donc une logistique colossale. Donc voilà, on a seulement 44, 22 juin 44 jusqu'à au 8 mai 45, et même on va ajouter quand même si le mois d'août 45 avec les opérations en Extrême-Orient, hein, on a sur une période donc qui est même pas d'un an et demi l'expression de l'art opératif soviétique au mieux des moyens dont dispose l'armée rouge à ce moment-là, et à aucun autre moment dans l'histoire on ne verra, et nous n'avons vu jusqu'à maintenant, sauf le 24 février dernier, s'exprimer à nouveau cet art opératif soviétique remis au goût du jour par les Russes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine qui peut nous dire, voilà, j'ai lu, etc. En Ukraine, on n'a pas eu une opération dans la profondeur du niveau de Bagration. Les Russes sont arrivés avec un contingent d'à peine 160 000 hommes, auxquels s'ajoutaient 40 000 hommes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, donc un effectif global de 200 000 hommes. Aucune intention réelle et sérieuse d'envahir toute l'Ukraine. Impossible. Hein, par contre, de s'emparer de points clés de l'Ukraine pour les mettre dans une négociation pour obtenir
la satisfaction de buts politiques, là, ça paraît tout à fait entendable. Alors, vous le savez, vous m'avez entendu le répéter assez souvent sur la chaîne de Régis de Castelnau, Vue du droit. L'opération militaire spéciale, son objectif était de contraindre le gouvernement Zelensky à capituler politiquement sur les points qui posaient problème à Moscou, neutralisation de l'Ukraine, donc exit l'OTAN, autonomie accordée aux républiques populaires de Lugansk et de Donetsk pour maintenir les russophones à leur place et dans des conditions de citoyenneté équivalentes aux autres citoyens ukrainiens, et donc et démilitarisation bien évidemment de l'Ukraine, et on se débarrasse de tous les éléments néo-nazis qui sont dans les partis politiques ou qui occupent des responsabilités dans l'appareil répressif ukrainien. Voilà. Que s'est-il passé? Les Russes ont mené l'opération militaire spéciale. Donc, je viens de rappeler donc les objectifs de la guerre, hein, tels que Poutine les avait donnés le 24 février au matin. L'objectif, ça va se terminer comme toute guerre par un accord diplomatique pour satisfaire les demandes de l'un ou de l'autre. Nous savons tous, désormais, parce que Jacques Beau nous l'a expliqué, que dès le 25 février, Zelensky demande à négocier. C'est pas 24 heures plus tard, c'est pas 48 heures, enfin si, c'est 24 heures plus tard, c'est même pas 48 ou 72 heures. Le lendemain, alors que les Russes ont des problèmes tactiques avérés. C'est-à-dire qu'on revient à cette problématique, la tactique, je gagne des batailles ou je perds des batailles. Si j'ai pas l'art opératif pour démultiplier ou non démultiplier, parce que l'art opératif joue l'autre rôle, hein. Alors c'est pour ça que là, il y a un peu le côté engrenage. C'est-à-dire si vous avez plein de problèmes tactiques, mais que l'art opératif vous permet de les remettre dans l'autre sens et que ça ne pèse pas sur la conduite générale de la guerre, eh ben vous pouvez quand même obtenir un succès stratégique et donc politique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, des colonnes de chars russes ont été attaquées dans des embuscades où tactiquement on se demande ce que faisaient les chefs de colonne. Est-ce que ça a empêché Zelensky de venir demander aux Russes de négocier? Non. Est-ce que ça a empêché les Russes d'imposer leurs conditions? Non. Nous savons que le 7 mars 2022, un accord avait été conclu, sous l'égide notamment à la fois des Turcs et du président Erdogan, et du Premier ministre de l'époque israélien Bennett, et que c'est l'intervention extérieure de la diplomatie anglo-saxonne, à laquelle les Français et les Allemands s'étaient rattachés, ont empêché cet accord diplomatique d'aboutir. Mais l'articulation, je rappelle, la stratégie fixe les buts à l'opération pour gagner la guerre, la tactique permet de gagner des batailles, et l'art opératif est là pour démultiplier justement l'effet de ces batailles et de les bonifier pour aboutir au succès de la stratégie. Ben, c'est pas les revers tactiques russes qui m'ont empêché quoi que ce soit. Oui, les Russes n'ont pas pu prendre Kiev, oui, ils n'ont pas mis forcément la main sur Zelensky pour le contraindre à signer avant même qu'on fasse les négociations. Bon, est-ce que ça a empêché les négociations? Non. Est-ce que ça a empêché les Ukrainiens d'être prêts à signer aux conditions des Russes? Non. Donc les Russes avaient défini une mission, hein, le pouvoir politique, Vladimir Poutine avait défini une mission, l'état-major russe a préparé une opération, et les revers tactiques sur le terrain n'ont rien changé au succès général. Il a fallu quelque chose qui, là, je le rappelle, pour moi, en tout cas au moins depuis la Renaissance, ne fait plus partie du champ du conflit militaire. Il a fallu l'intervention d'un agent, alors de plusieurs en l'occurrence, mais d'une force extérieure qui vienne saboter un processus diplomatique pour empêcher le succès de l'opération finale. En vouloir aux Russes en leur disant vous êtes des nuls, vous n'avez pas été capable d'anticiper ça, ça me paraît très capillotracté, si je peux me permettre l'expression de Pierre Desproges. Donc voilà, les Russes ont fait ce qu'il fallait, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Je rappelle donc ce qu'a dit l'ancien Premier ministre israélien Bennett, ce succès a été sabordé de l'extérieur, et on sait par qui, hein, Washington, Londres, et donc par voie de conséquence, par voie de ricochet, Paris et Berlin.
Et il a fallu reprogrammer une autre phase d'opération parce que justement là on avait changé de paradigme. Donc les Russes ont modifié les choses, ils ont été assez souples, même les Américains l'ont reconnu l'année dernière à la fin du printemps, hein, en redéployant leurs troupes, en quittant le secteur de Kiev, Kharkov, Soumy, pour redéployer leurs unités quasiment uniquement sur le secteur sud et sur le secteur du Donbass. Ils sont repartis sur d'autres buts, et surtout, ils ont appliqué une nouvelle stratégie qui avait été, là encore, définie par Svechin, c'est-à-dire que Svechin nous explique dans la continuité de Clausewitz qu'on mène des opérations limitées, qu'on mène des guerres totales, etc. Et qu'en fonction de ça, ce qu'on vise, c'est soit l'anéantissement total de l'adversaire, soit l'anéantissement de ses forces armées. Et, hein, on peut choisir, entre guillemets, du degré d'écrasement qu'on fait supporter à l'autre, en fonction de ce qu'on veut politiquement de lui, ne l'oublions pas. Et donc, il nous dit aussi quelque chose qui n'avait jamais, à ma connaissance, été mis en œuvre depuis que cette doctrine existe. Et là, il faut remercier Benoît Billand de nous l'avoir expliqué. C'est que un agresseur, parce qu'on va considérer que la Russie a agressé l'Ukraine, je ne vais pas rentrer dans les jeux juridico-diplomatiques autour de cette question. Hein. Il y a une agression russe, etc. Bon, est-elle justifiée? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'agresseur, c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine. Hein, c'est pas juste l'armée russe qui rentre au Donbass pour protéger les populations. Donc, on peut considérer qu'effectivement, c'est une agression. Pas de problème. Mais d'habitude, l'agresseur, c'est lui qui est actif, c'est lui qui a l'initiative. Et là, les Russes, ils ont appliqué un concept de Svechin, comme quoi ils sont encore branchés sur l'art opératif soviétique dont ils sont les héritiers. C'est qu'ils ont dit, voilà, nous aujourd'hui, on a obtenu une partie de l'objectif de démilitariser l'Ukraine, parce que la première armée ukrainienne à laquelle on a eu affaire, elle a disparu aujourd'hui, hein, malheureusement, en morts, blessés, etc. Il reste plus grand monde. On n'arrête pas d'ailleurs en Occident de nous le dire enfin. Et c'est pour ça qu'on va chercher des gens de plus en plus loin avec des problèmes, etc. On a eu une partie des néo-nazis qui ont été décapités à Mariupol. On occupe des territoires dont on n'avait pas forcément, on les avait pris pour servir dans un jeu diplomatique, mais bon, on les a maintenant, alors on va les garder. Pardon, mais finalement, maintenant, c'est les Ukrainiens qui doivent prendre l'initiative de nous les reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va certes rester dans cette posture initiale d'avoir attaqué l'Ukraine, mais on va être en position défensive. Et on va jouer l'attrition en défense. Et là, les Russes, vu leur histoire récente, celle de l'armée rouge, dont je parlais encore dans mes interventions en avril-mai dernier, ils ont appliqué, parce que ça aussi c'est de l'art opératif, parce que l'art opératif ce n'est pas qu'en attaque, c'est aussi en défense, et c'est comment passer en attaque et en défense en fonction des nécessités. Et là, on peut dire que c'est l'application de Svechin à la lettre qui a été faite par l'armée russe. Ok, on ne peut plus attaquer, on avait pourtant obtenu ce que le pouvoir politique nous avait demandé, mais il y a un facteur extérieur qui est venu tout paralyser, tant pis, ok. On change de donne. Alors bien évidemment, hein, tout ça, c'est pas le blitzkrieg, ça se fait pas en 15 jours, hein, donc, et pourtant le repli russe à la fin du mois de mars, début avril l'année dernière a été assez rapide. Donc on repart, on se réadapte, on se remet en position. On va avoir un problème à gérer qui est le secteur donc au nord du Dniepr et puis le secteur de Kharkov. Mais bon, la perte de ces secteurs n'a pas été plus problématique que ça, et surtout celle du secteur nord du Dniepr, ça a été au prix de pertes très importantes infligées à l'armée ukrainienne. Donc c'est pas si mal que ça. Nouveau repli stratégique au sud du Dniepr qui a été opéré, c'est encore une fois une grande manœuvre de redéploiement que les Russes ont réussi au nez et à la barbe de leurs adversaires. Et maintenant, on va laisser les Ukrainiens attaquer. Et derrière, ce que les Allemands avaient baptisé à Kursk un Packfront, c'est-à-dire un front anti-char, alors modernisé avec bien évidemment des missiles au lieu des mines et des fusils anti-chars de 1943, mais avec la même approche tactique, trois lignes de front hein, qui sont étalées sur environ une profondeur de 20 km et dans laquelle hein, c'est l'inverse du couteau dans le beurre chaud, hein, c'est-à-dire que le couteau, vous le rentrez dans le beurre chaud, il va jusqu'au bout, il traverse, là c'est l'inverse.
C'est vous rentrez un couteau dans un beurre qui devient de plus en plus dur, qui se refroidit de plus en plus à mesure que vous avancez. Et on a constaté que malheureusement, l'armée ukrainienne, malgré le courage indéniable de ses soldats, malgré les moyens qu'elle avait pu récupérer auprès de l'OTAN, faute d'aviation notamment, hein, mais faute de moyens tout simplement par rapport à la puissance de ses réseaux défensifs et avec un rapport de force d'environ 1 pour 1, eh bien, elle a été butée dès la première ligne. Les Allemands à Koursk avaient réussi à percer les 2 premières lignes et abordaient la 3e quand les Soviétiques ont lancé leur fameuse contre-attaque, notamment à Prokhorovka dans la partie sud du saillant. Là, le couteau ukrainien, il n'a pas été plus loin que la ligne des avant-postes. C'est-à-dire que tout ce qui a été récupéré par l'armée ukrainienne à un prix exorbitant, d'abord en hommes, et en hommes valeureux, et en matériel fourni par l'OTAN, ça a été pour percer la ligne des avant-postes et conquérir l'espace dans certains secteurs entre cette ligne d'avant-poste et la première ligne défensive. Donc c'est un échec. Et malheureusement, j'avais dit dès le mois d'avril, voyant la ligne Sourovikine, la tête qu'elle avait, et connaissant la capacité là pour les Russes d'avoir appris les vieilles leçons, hein, parce que j'ai toujours, les gens parlent souvent de Koursk, hein, mais je vous rappelle que cette capacité bascule offensive avec ce pack front, les Russes enfin les Soviétiques l'ont maîtrisé surtout en Hongrie en 1944-45. Ça reste un des grands moments, hein, de l'armée rouge offensive, encerclement de Budapest, etc. Obliger les Allemands à changer le gouvernement hongrois pour pas que la Hongrie change de camp. Donc on voit qu'on servait les opérations soviétiques en Hongrie avaient un intérêt politique, hein, comme Yassi Kishinev a fait basculer en 3 jours la Roumanie dans le camp soviétique pour le faire sortir de l'Axe. Là, l'opération elle avait aussi un but politique, sortir la Hongrie du camp de l'Axe pour l'amener dans le camp soviétique. Eh bien, ils sont passés de l'offensive à la défensive pour empêcher les Allemands de secourir Budapest, avec une maestria magnifique et avec une efficacité redoutable. Et en plus, à l'époque, faut pas oublier qu'on est en janvier jusqu'à mars 45, hein, les Allemands vont tenter 3 opérations, les fameuses opérations Conrad 1, 2, 3, hein, dont le 3e Panzerkorps faisait partie de ces opérations. Les Allemands avaient les chars les plus modernes de leur armée, hein, des Panthers, des Königstiger, etc. Hein. C'est-à-dire que là, on avait le meilleur de la Wehrmacht en termes de matériel. On avait encore quelques cadres, hein, puisque c'était beaucoup d'unités de la Waffen-SS, même si les recrues étaient peu instruites, on avait quand même encore quelques cadres qui n'étaient pas morts dans les Ardennes ou ce genre de choses qui étaient à la manœuvre. Mais les Soviétiques les ont arrêtés. Alors, des fois, les Allemands ont encore réussi à passer la première ligne, mais c'est tout. Et donc, fort de cette expérience, voilà, les Russes ont fait la même chose. Hein, cette gymnastique de l'art opératif, offensif au départ, on n'arrive pas à nos fins parce que bon, voilà, c'est entre guillemets le jeu est un peu truqué. On repasse en défense et on convainc entre guillemets, on contraint l'autre à passer lui à l'offensive, en sachant que la parité numérique nous permettra d'obtenir l'ascendant, puisque je le rappelle, hein, une attaque dans des secteurs défensifs comme ça, il aurait fallu 3 contre 1, et puis surtout, ce dont a manqué beaucoup l'Ukraine, parce qu'on nous a bassiné avec les histoires d'avions, les histoires de chars, etc., mais il y a certains intervenants qui ont été très peu malheureusement, mais qui ont été très perspicaces en nous disant que ce dont elle avait manqué, c'était de moyens du génie, mais du génie de combat pour ouvrir des brèches dans les champs de mines, hein, et pour combler des fossés anti-chars, etc. Hein, on a vu quasiment, je crois, si ma mémoire est bonne, dès la première semaine de cette grande contre-offensive en juin, 80% des moyens du génie de combat de l'armée ukrainienne ont été détruits, ou ont été perdus. Donc, ce faisant, ce que les soldats ukrainiens ont quand même réussi à faire, c'est quelque chose qui est remarquable d'un point de vue du courage humain. Ça, personne ne peut leur enlever ça, c'est clair. Hein. Je veux dire, là, les types, c'est chapeau. Hein. Ils nous ont expliqué comment ils ont dû s'infiltrer la nuit pour déminer à la main, à la baïonnette. Enfin bon, voilà, on est dans des choses. On a l'impression qu'on parle de la guerre dans le désert en 1942. Hein. Donc voilà, donc les Russes maîtrisent encore l'art opératif soviétique, ça fait aucun doute. Et effectivement, aujourd'hui, ils se contenteront de rester en défense jusqu'à ce que l'attrition humaine et matérielle de l'Ukraine finisse par contraindre non pas les Ukrainiens, parce que je pense que pour eux, ils en sont conscients,
mais les patrons, les sponsors anglo-saxons, que faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien pour fragiliser la Russie ou se venger de la Russie ou que sais-je, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et qu'il serait temps qu'on arrête. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière sommaire. Hein. Alors, je reviendrai probablement dans une conférence, enfin, oui, dans une communication de cette nature dans 15 jours. Je me rends compte que ce sera utile pour vous expliquer justement la différence entre l'art opératif soviétique et le Blitzkrieg allemand, le fameux, enfin, la Blitzkrieg allemande. Parce que là, sinon, je m'étendrais, on en aurait encore pour 3 quarts d'heure, ça ferait une vidéo qui serait un petit peu longue, mais pour vous montrer justement la différence fondamentale. Hein, la Blitzkrieg, c'est de la tactique. Hein, alors, je reviendrai dessus, et puis on fera de la comparaison par rapport à ce que je viens de vous dire sur l'art opératif soviétique. Je vous invite donc à lire mon ouvrage, je crois qu'il est là, hein, mon ouvrage sur Grant et la campagne de Virginie de 1864, pour comprendre ce qu'est le proto-opératif, comment ça s'est mis en œuvre au 19e siècle et avec quels moyens, et comment malheureusement ça a été perdu. Alors, bien sûr, euh, quelles que soient les divergences intellectuelles aujourd'hui sur le conflit ukrainien avec Benoît Billan et Jean Lopez, hein, parce que ouais, ils ont écrit ce livre-là et ils récusent toutes les conclusions concernant les 15 premiers jours de la guerre en Ukraine, l'un sur les plateaux télé, l'autre dans un autre ouvrage avec un autre intervenant télé que je ne nommerai pas. Donc bon, voilà, c'est dommage, hein, mais ce livre vaut vraiment la peine, hein, Conduire la guerre. C'est en plus facile à lire parce que enfin, c'est une série d'entretiens, donc des questions, des réponses. Vous pouvez lire une question ou deux par jour, prendre des notes, me poser des questions et on en reparle, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est une des bases, hein, Conduire la guerre. Ensuite, je vous propose, oui, donc je reviens sur le livre, pour ceux qui sont anglophones, hein, d'Harrison sur le travail d'Isserson, hein, sa vie et son œuvre. Franchement, c'est une lecture, vous voyez, hein, il y a plein de petits, petits trucs d'annotation dedans parce que c'est vraiment très important. Je vous mettrai le lien vers le Kindle qui permet de lire son ouvrage sur l'ouvrage disponible sur les opérations dans la profondeur. Ça, c'est donc encore un autre ouvrage. Alors là, c'est vraiment l'original, hein, c'est la traduction. Je ne sais pas si on voit bien donc du livre de Triandafilov, où Triandafilov donc aborde lui tout ce qui concerne les problématiques d'industrialisation pour avoir un outil militaire capable de mettre en œuvre l'art opératif. Alors c'est un petit peu, tout ce qui est Isserson, c'est vraiment, on pourrait dire, de la philosophie de la guerre. Ça, c'est la technique et l'industrie, hein, donc, mais c'est complémentaire. Alors, ce sont des lectures arides. Hein, autant ce que propose Benoît Billan, bon déjà c'est en français, mais en plus, je vous ai dit, c'est très agréable parce que c'est sous la forme d'échanges et de questions. Là, on est sur des ouvrages conceptuels, c'est pas du tout la même chose, mais si ça vous intéresse, hein, je vous mettrai toutes les références. Pour aller dans le même sens, vous avez celui-ci donc de Schneider, qui est un penseur américain très intéressant aussi, hein, sur la révolution stratégique dans l'art de la guerre qui a été provoquée par l'apparition de l'art opératif. Hein. Total War and the Roots of the Soviet Warfare State, hein, comment l'État soviétique est passé à la guerre totale à travers tout ça. Donc là encore, c'est très intéressant. C'est aussi assez aride, mais bon, si vous voulez suivre les pas dans lesquels je marche, faut y aller. Hein, faut pas se poser de questions. Prenez votre temps, mais il faut y aller. Ensuite, un autre ouvrage très important sur la question des blindés, qui sont bien évidemment l'instrument principal de la mise en œuvre de l'art opératif pendant la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est une étude comparative entre justement la pensée militaire allemande et soviétique dans les années d'entre-deux-guerres. Excellent ouvrage, hein, qui m'a servi aussi de référence pour mon Master 2 sur la façon dont la bataille de Cambrai a été comprise et enseignée pendant l'entre-deux-guerres.
Donc là, c'est vraiment hein, le développement de la doctrine blindée allemande et soviétique 1919-1939. Ça m'a aussi servi pour mon hors-série chez Bataillé Blindé sur la confrontation entre la Panzerwaffe et l'arme blindée cavalerie soviétique, auquel je vous renverrai aussi dans les liens. Et pour terminer, un ouvrage très important d'un disciple de Glantz, hein, qui s'appelle C.G. Dick, et qui donc a écrit deux ouvrages très importants sur l'été 1944, et ça c'est le premier tome, From Defeat to Victory, qui vous explique donc la genèse de toutes les opérations soviétiques de l'été 44. Comment l'armée rouge s'est structurée, restructurée à la fin 43, début 44 pour être capable de mener à tout niveau, hein, c'est-à-dire la restructuration du commandement, la restructuration de la logistique, des unités, etc., pour parvenir à cette séquence opérationnelle, enfin opérative, pardon, qu'on pourrait dire presque folle, hein, du 22-23 juin 44 jusqu'à la mi-août 44, pendant 2 mois, sur quasiment la totalité des 1200 km de long que faisait le front à ce moment-là. Donc je vous le recommande. Son tome 2, lui, est consacré à la même chose l'été 44, mais sur le front ouest. Il m'a aussi beaucoup servi pour le dossier dont je vous parlais tout à l'heure dans ligne de front au niveau de la Normandie. Donc c'est vraiment des auteurs qu'il faut lire hein, pour mieux comprendre tout ça. Et puis, alors bien sûr, pour les étapes entre la guerre de sécession et ça, je vous renvoie à mon travail La bataille de la Marne, une victoire opérationnelle en 14, l'inévitable défaite allemande de 1918, où là encore j'explique les problèmes de gestion de l'armée allemande, dont on reparlera, je vous dis, dans 15 jours. Je referai une communication là-dessus, pour que vous puissiez voir comment, contrairement à ce que nous pensons tous, et moi j'en fais partie, hein, c'était toute mon adolescence, je pensais que l'armée allemande, la Wehrmacht, etc., c'était le nec plus ultra de l'art de la guerre. Je vous expliquerai, notamment en comparant par rapport à ce que je viens de vous dire, combien on est loin de tout ça depuis Frédéric II hein, jusqu'à aujourd'hui. Je mettrai en lien le papier que j'ai fait pour le dialogue sur la bataille de Leuthen et son enseignement à travers la période qui va de la fin du règne de Frédéric II jusqu'à nos jours, pour que vous puissiez mieux comprendre aussi ce problème. Et puis, c'est pour ça que je vous parlerai de ça dans 15 jours. Dans le numéro prochain de Ligne de Front, je fais un article sur le concept, sur l'un des grands concepts sur lesquels repose la pensée militaire allemande, qui est l'Auftragtaktik, hein, cette capacité de prendre des initiatives pour les officiers. Ce sera le dossier du prochain Ligne de Front. Je pense que dans 15 jours, il sera en kiosque, donc voilà, on fera une vidéo à peu près comme celle-ci, d'1 heure, 1 h 20, pour comparer par rapport à l'art opératif, pour que vous puissiez bien voir la différence et bien comprendre que malheureusement, le bain historiographique autour de la Wehrmacht est déjà très, excusez-moi l'expression, dégueulasse d'un point de vue moral depuis ma jeunesse, mais d'un point de vue intellectuel, il l'est tout autant. Hein, voilà, donc faut pas prendre ça à la légère, et il faut bien comprendre que ça limite encore aujourd'hui la pensée militaire occidentale de ne pas avoir compris l'art opératif. Hein. On reviendra sur pourquoi les Américains en ont fait un niveau opérationnel, hein, et donc avec ça, toute la doctrine de l'OTAN qui va avec. Et puis voir aussi d'où vient ce problème à travers l'analyse de la Blitzkrieg chez les Allemands, de ses limites et de ses succès, parce que c'est une doctrine tactique, ce n'est pas quelque chose qui va au-delà de ça. Il faudra bien comprendre les tenants et les aboutissants, donc on fera quelque chose. Voilà. Donc je vous remercie encore de votre attention. J'espère que voilà, c'est un sujet qui est tellement important, qui est tellement fort que voilà, c'est une première approche. Si vous me dites que c'est pas suffisant, on va y revenir dans 15 jours avec la comparaison, et si c'est pas encore suffisant, on en refera encore une autre dans 15 jours. D'ici là, donc la semaine prochaine, alors que le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, donc là cette vidéo est enregistrée le 5, hein, c'est demain le 50e anniversaire, c'était le 6 octobre 1973. Donc je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, donc beaucoup plus courte, hein, sur le format habituel d'une demi-heure,
sur une partie des leçons de cette guerre, notamment sur l'aspect de la guerre blindée avec l'apparition des missiles anti-chars Sager. Vous verrez, ça a encore une résonance avec la guerre en Ukraine aujourd'hui et certaines conclusions un peu folles que j'ai entendues sur est-ce la fin du char? Cette question a été posée en 1973, presque pour les mêmes raisons et de la même manière, donc c'est très intéressant de voir que 50 ans plus tard, elle revient sur la table presque de la même manière et pour les mêmes raisons, et je me dis, bon, bah, dans 50 ans, il y aura toujours des chars, et peut-être qu'il y aura à nouveau un conflit, où à un moment donné, l'arme anti-char aura pris un peu le dessus, et des gens se reposeront la question, vous verrez, on discutera un peu de ça. Donc merci de votre attention. Il y aura donc tous les liens de ces livres-là, plus ceux dont j'ai parlé qui ne sont disponibles ou que je n'ai eu qu'en Kindle, hein, parce que ouais. Et pour donc vous dire que si vous voulez me soutenir, hein, il y aura le lien PayPal, parce que vous voyez, l'achat de ces ouvrages-là, ce sont des ouvrages en anglais reliés qu'il faut souvent faire venir de Grande-Bretagne ou des États-Unis, et pour des coûts qui sont plutôt autour d'une trentaine d'euros. Donc pour pouvoir continuer à réfléchir et vous faire part de mes réflexions, bah, si, comme certains donc, me l'ont suggéré, vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller sur le PayPal dont vous aurez le lien pour le faire. Je vous en remercie par avance. Et puis, je vous donnerai, je pense, pas la semaine prochaine parce qu'il faut le temps de le finaliser, mais dans 15 jours, je vous ferai une petite présentation à l'écran du PDF sur Hamburger Hill, là au Vietnam, et ceux qui m'auront soutenu financièrement, parce que je veux pas que ce soit un achat, etc., hein, mais vous pourrez récupérer par mail dans vos boîtes mail ce PDF sur cette bataille emblématique de la guerre du Vietnam. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était ni trop court ni trop long. N'hésitez pas pour les questions, hein, n'hésitez pas pour donc le partage, etc. Merci de rester dans la courtoisie concernant la façon dont vous vous exprimez, hein, j'y tiens énormément. On n'est pas des sauvages, et y compris pour les désaccords. Jusqu'à maintenant ça a été, donc j'espère que ça le restera. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à regarder aussi hein, sur YouTube des émissions, il y a de très bons reportages, je les mettrai la semaine prochaine sur la guerre du Kippour en anglais, il y a de très très bonnes choses en accès gratuit sur YouTube, hein, pour vous faire un petit peu des rappels historiques autour de tout ça. Vous aurez les liens vers le dialogue pour vous faire un peu de lecture autour du 3e Panzerkorps. Donc je pense que tout ça peut vous occuper pendant au moins une semaine. Voilà, un très grand merci à vous. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à dans une semaine.